Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans toute guerre, il y a le front, les fronts, la bataille, et puis il y a l'arrière, les coulisses, où beaucoup de choses se préparent. Ce n'est pas nouveau, mais souvent on cache, on masque, on ne donne pas le douce des cartes. Eh bien nous, on va essayer de le faire comme on l'a déjà fait. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Essayer d'avancer là-dessus avec quelqu'un qui connaît la musique, Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche de renseignement. Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Je voudrais d'abord, mettons les choses au point. Bien sûr qu'il y a invasion, bien sûr qu'on pense que tout le monde est d'accord pour condamner cette invasion. On sait très bien que le rapport des forces n'est pas égal, mais vous avez un peu déjà parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, Éric Dénessé, et vous avez expliqué justement qu'il ne faut pas confondre le peuple ukrainien et le régime ukrainien, notamment celui de Zelensky. Que voulez-vous dire par là ? Mais écoutez, depuis que nous sommes dans cette situation de conflit, on oublie systématiquement de définir et de comprendre comment nous sommes en arrivés là. Pourquoi ? Parce que c'est important à la fois pour mettre un terme à ce conflit et surtout pour qu'il ne se reproduise pas. Et notamment, le fait de ne pas reconnaître que ce gouvernement Zelensky, finalement, a fait toute une série d'erreurs et qu'il a provoqué la situation dans laquelle se trouve la population ukrainienne. Moi, j'ai quand même beaucoup de compassion pour ces gens qui fuient sur les routes. Bien sûr, et ils sont 3-4 millions, bien sûr. Ils sont 3-4 millions, et puis des villes qui sont quand même bombardées, alors pas de manière aussi systématique qu'on nous le fait croire parfois. Et que, bien sûr, j'ai aussi beaucoup de soutien pour ces gens qui se battent pour défendre leur territoire. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la part de responsabilité du gouvernement Zelensky est au moins aussi importante que celle des Russes et que celle des Américains. Alors, en quoi, juste pour inventorier rapidement, on a beaucoup de choses à se dire, mais en quoi, quelles sont les erreurs que vous dites que Zelensky aurait faites là-dessus Alors d'abord, depuis des années, Zelensky fait le jeu des Américains qui ont essayé de transformer l'Ukraine comme étant un État de facto membre de l'OTAN avant même que l'adhésion soit votée. Ensuite, il faut rappeler que Zelensky a été élu avec les voix des russophones du Donbass qui comptaient sur lui pour mettre un terme à cette guerre civile et qui finalement, il n'en a rien fait. Puis surtout, ce que l'on oublie, c'est que cet homme qui est un comédien au sens propre du terme, n'a même pas la dimension d'un Coluche. Coluche était quelqu'un qui a fait des tas de choses désintéressées, qui a mis en place les Restos du Cœur, donc qui est une véritable référence. Zelensky, c'est tout le contraire. C'est un homme qui a dissimulé tous ses actifs financiers quelque temps avant les élections présidentielles. Le collectif des journalistes internationaux qui a révélé les Pandora Papers, a révélé la manière dont, à travers certaines sociétés de Zelensky, notamment sa société Maltex, il avait dissimulé une partie de sa fortune. Et il faut aussi rappeler qu'il est soupçonné très fortement soupçonné par les gens qui ont travaillé sur les Pandora Papers d'avoir aidé à blanchir 40 millions de dollars de l'oligarque Kolomoïski avec lequel il travaille. Donc ce n'est absolument pas la beauté qu'on essaie de nous faire croire. Juste un mot d'ailleurs à propos de Kolomoïski dont vous parlez, Éric Dénessé. On sait aujourd'hui que cet oligarque milliardaire était propriétaire de la chaîne de télévision où sévissait Volodymyr Zelensky. Et il faut savoir aussi qu'il était propriétaire de Burisma, la fameuse compagnie dans laquelle Hunter Biden, entre guillemets Hunter Biden, le fils de Joe Biden quand il était vice-président d'Obama. Oui, alors ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que qu'est-ce que c'est que l'Ukraine ? Encore une fois, les populations sont victimes de cette guerre, mais ce pays a quand même perdu près de 9 millions d'habitants entre l'indépendance et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 52 millions d'habitants en 1991 lors de l'indépendance. Il y a aujourd'hui 43 millions et demi d'Ukrainiens. Ça montre bien que ce pays est dans un état de délabrement économique parce que toutes les élites qui sont succédées, que ce soit les Timochenko, les Yurchenko, les Yanukovych, bien sûr, les Poronchenko d'une certaine manière, et les Zelensky sont des dirigeants corrompus qui ont mis le pays à plat. 9 millions de personnes l'ont quitté. 9 millions de personnes depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Il n'y a aucun équivalent dans le monde occidental d'une telle immigration des gens fuyant la pauvreté et la désorganisation de l'État. Et c'est quoi, Éric Dénessé ? C'est la corruption ? C'est une corruption, je dirais presque structurelle des régimes qui sont succédés ?
C'est une corruption structurelle. Alors bien sûr, on vilipende à juste titre la corruption en Russie, les oligarques bien en sûr. Russie, mais il faut dire que c'est exactement la même chose en pire en Ukraine. Et d'ailleurs, les Russes qui avaient fourni et continuent à fournir du gaz aux Occidentaux se sont plusieurs fois affrontés avec les Ukrainiens parce que les Ukrainiens, l'État ukrainien non seulement recevait quelques milliards de dollars tous les ans pour faire transiter ce gaz par son territoire, mais en plus il détournait une partie de l'approvisionnement en gaz destiné à l'Europe de l'Ouest, ce qui bien sûr a fait hurler les Russes qui à plusieurs reprises les ont menacés de sanctions très graves. Alors encore une fois, ça ne justifie pas l'invasion, Bien mais sûr. on essaie de nous présenter le gouvernement ukrainien comme un gouvernement démocratique, et ce n'est pas le cas. Que Zelensky joue très bien son rôle et qu'aujourd'hui il soit l'icône de ceux qui veulent résister, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est notre rôle à nous occidentaux est de ne pas nous laisser enfumer, et malheureusement on voit que tous les discours qu'il a tenus devant les assemblées nationales des différents pays ne sont que des montages médiatiques. Et oui, et certains vont jusqu'à le comparer à Churchill, ce qui n'est quand même pas piqué des hannetons. Alors c'est tout à fait déplacé, d'abord parce que Churchill avait affaire, lui, à une vraie guerre mondiale. Le quartier dans lequel se trouve Zelensky n'est pas menacé directement, donc rien ne l'empêcherait d'être correctement rasé et en costume-cravate lorsqu'il fait ses interventions à la télévision. Il joue, encore une fois, je ne le critique pas, mais c'est son rôle. Il est toujours en t-shirt et en tenue de combat, bien sûr, ça passe beaucoup mieux. Il a derrière lui une bande de spin doctors qui vraiment calibre sa communication, seulement il commence à faire des erreurs. Il s'est exprimé il y a quelques jours devant la Knesset et il a dit à l'ensemble des députés israéliens que ce qui se passait à Mariupol et en Ukraine, c'était la solution l'équivalent de la solution finale. La moitié des députés de la Knesset ont été véritablement scandalisés de cet amalgame de la Shoah à cette guerre qui se produit. Et d'ailleurs, Israël ne soutient pas et a décidé de ne pas fournir d'armement à l'Ukraine. Il a d'ailleurs pris une seconde gifle puisque les Palestiniens eux-mêmes se sont insurgés parce qu'il avait trop comparé la situation d'Israël entourée de voisins hostiles à celle de l'Ukraine. On a bien vu avant-hier également, lorsqu'il a parlé devant l'Assemblée nationale française, je suis d'ailleurs surpris de la crédulité de nos parlementaires, il a vraiment utilisé une rhétorique calculée sur mesure en disant c'est la lutte de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il a parlé des ruines de Verdun aujourd'hui. Mariupol, c'est Verdun, a-t-il dit. Bon, c'est cousu de fil blanc, alors parfois plus c'est gros, plus ça passe, mais on est là vraiment dans l'action médiatique, avec un dernier argument qu'il utilise beaucoup, et d'ailleurs qu'il a repris aux Israéliens, c'est que beaucoup d'Ukrainiens du gouvernement nous disent systématiquement « nous sommes le rempart, si vous ne nous aidez pas, ce sera vous les prochains », ce qui est une fumisterie complète, parce que même si on est fermement opposé à l'action de la Russie et à cette invasion militaire, les Russes n'ont absolument pas les moyens militaires ni l'intention d'envahir le reste de l'Europe. Bien sûr. Alors justement, vous avez parlé du transport, effectivement, des oligarques ukrainiens qui se versaient, qui se fournissaient, qui se gonflaient abondamment sur le transfert du gaz russe en Allemagne. Et on l'a appris, on sait, et vous le savez mieux que tout le monde, que la Russie continue, ça fait 3 semaines, 1 mois, maintenant 1 mois de guerre, continue de fournir du gaz à l'Allemagne, qui en a besoin et qui dit « attendez, vous êtes très gentil, mais moi j'ai besoin de ce gaz ». Or, comme Nord Stream 2 ne marche pas encore, ce gaz, et corrigez-moi si je me trompe, Éric Dénessé, passe par l'Ukraine. Et l'Ukraine, que je sache depuis 1 mois, n'a pas coupé ni les livraisons, ni le passage du gaz russe jusqu'à l'Allemagne. Alors, pour 2 raisons. Il y a plusieurs voies d'approvisionnement sur Nord Stream 1 par la mer Baltique et bien sûr, surtout tous les gazoducs qui traversent l'Ukraine. Pour 2 raisons. Parce que s'il faisait ça, il aurait immédiatement une réaction extrêmement violente des Allemands d'abord et des Européens en règle générale, puisqu'il n'y a pas que l'Allemagne qui reçoit et qui est dépendante du gaz russe. Tous les ex-pays de l'Est le sont également. Donc s'il coupait, s'il décidait de lui-même d'interrompre, de fermer ces gazoducs, il aurait une très violente réaction de tous ceux qui en profitent. Et puis, il y a probablement un deuxième aspect, mais là, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Il est possible qu'ils reçoivent encore un paiement de la part de Moscou pour l'utilisation. Ça, c'est à vérifier, mais tout est envisageable dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Mais alors, comment vous expliquez, alors vous, justement, le directeur du Centre français de recherche sur l'enseignement, est-ce que l'Europe se mobilise, en tout cas, l'Union européenne, la Commission européenne, etc., se mobilise pour dire, mais
voilà, les Russes, c'est à la droite d'Hitler, les résistants, bon, il faut les aider, etc. Et en armes, etc. Et est-ce que c'est toujours l'OTAN qui dirige, c'est l'OTAN, les Américains qui tiennent le gouvernail et qui plus que jamais font la loi, donnent le ton? Oui, alors en partie seulement, parce que bien sûr les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Nous sommes dans l'immédiateté et nous ne sommes pas dans l'analyse du temps long qui joue un rôle important dans cette crise. Le second aspect, c'est qu'on observe depuis quelques semaines, notamment depuis le 24 février, on n'entend quasiment plus les Américains. Pendant des mois, on a entendu Blinken, le secrétaire d'État, on a entendu Miller, Austin, les gens du Pentagone et Joe Biden. Et depuis que le conflit est ouvert, ils laissent les Européens aux premières loges. C'est nous qui allons payer le prix fort de cette crise. C'est nous qui sommes les plus virulents. Nous sommes en état de co-belligérance avec les Ukrainiens contre la Russie, ce qui est extrêmement maladroit. Et puis, j'ai envie de dire, on est nous-mêmes totalement aveugles par rapport à cette crise. Nous devrions prendre du recul. Il n'y a pas de mise en perspective. Tout est très irrationnel. Et encore une fois, on devrait attendre de Zelensky, qui prend souvent la parole, qu'il se confonde en excuses vis-à-vis de sa propre population pour l'avoir entraîné dans cette crise. Parce que malheureusement, il faut le dire, Poutine va se retrouver dans quelques semaines à obtenir les gains qu'il avait demandés avant le début de cette crise. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais on risque fort d'arriver à ce résultat-là. Et tout ça, ce sera en partie le rôle de la responsabilité de Zelensky et de son entourage. On a des hommes comme Sergueï Shefir, qui est son ancien producteur, qui est un de ses principaux conseillers aujourd'hui. Et malheureusement, nous occidentaux, au lieu d'avoir une analyse rationnelle et posée de ces événements et d'essayer de trouver des solutions constructives, il ne s'agit pas d'avoir peur de la Russie, il ne s'agit pas de céder, mais il s'agit d'être objectif, et nous ne le sommes pas sur cette crise actuelle. Et oui, d'autant plus, Éric Dénessé, on l'a vu, c'est que Poutine disant maintenant vous allez payer en rouble le pétrole et le gaz, le rouble remonte à une allure intéressante, et surtout, c'est que est-ce que Zelensky qui doit nous dire quand les entreprises françaises doivent quitter effectivement les Sanofi, le Leroy Merlin, les Total, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse. Alors, ou on fait la guerre et ça veut dire qu'on fait la guerre, ou alors on attend un peu, comme vous le disiez, on regarde un peu ce qui se passe. Non, moi je trouve que c'est absolument scandaleux. Cet homme décerne des bons points de ci, de là, en disant aux Occidentaux ce qu'ils doivent faire, aux Européens ce qu'ils doivent faire. Il a demandé devant le Sénat que bien sûr les entreprises françaises quittent la Russie. On a vu immédiatement les cotations boursières de ces principales entreprises, je crois que c'est Renault et Leroy Merlin qui en ont souffert immédiatement. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que lui-même a déjà été capable d'éviter la guerre à son pays? Parce qu'il faut rappeler que cette crise, c'est malgré tout, une grande victoire de la géopolitique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assurer sa propre sécurité au détriment de son voisin. Et ça, les Ukrainiens, en partie manipulés par les Américains, ne l'ont pas compris. Et aujourd'hui, ils en payent le prix. Alors c'est tout à fait regrettable, mais encore une fois, pour ces populations, innocentes et victimes, il y a un dernier point qui me semble important de rappeler. Il y a tout un débat sur la notion de dénazification. Alors certes, Poutine a exagéré quand il a parlé d'une dénazification de l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas un pays nazi, mais il faut quand même dire qu'il y a entre 2000 et 3000 combattants qui sont des ultranationalistes néo-nazis. On voit de bons experts et de bonne foi nous dire écoutez, ce n'est pas si grave, ça représente que 2 ou 3% de l'armée ukrainienne. Mais comment réagirions-nous en France et en Europe si demain nous avions 2 ou 3% de nos armées qui soient néo-nazis? Avec la swastika, en plus, on a vu il y a quelques mois de cela au sein des forces spéciales allemandes, le KSK, une dizaine de combattants et d'officiers découvrir que ces hommes étaient néo-nazis. Ils ont bien sûr été chassés des armées immédiatement et la presse en a fait un véritable scandale. Et nous, occidentaux, démocrates, qui avons longtemps lutté à la fois contre le nazisme et le communisme, aujourd'hui nous soutenons un État et nous fermons les yeux sur le fait que cet État, depuis 2014, dispose en son sein de néo-nazis qui sont présents au plus haut niveau de l'état-major. Donc nous sommes en pleine contradiction dans cette crise. Mais vous savez, comme on a beaucoup d'originalité, nous inventons le concept du nazi modéré. C'est quand même une trouvaille sémantique intéressante. Merci Éric Dénessé, merci de vos éclaircissements. Et je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et dans un instant, on va parler d'un autre sujet, puisqu'on a presque oublié la campagne présidentielle et puis les sujets français. L'école en France avec Jean-Paul Brielli.